Cercle éducatif change de décor. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans le bureau du directeur général de l'INRAP, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, Monsieur Augustin Nombo. Bonjour, Monsieur le directeur général. Bonjour. Nous sommes très heureux. Vous nous avez accueillis ici. Nous sommes très heureux de passer 30 minutes d'entretien avec vous. L'objectif de cet entretien, c'est de connaître votre institution, l'INRAP. On en parle depuis plusieurs années. C'est quoi exactement l'INRAP? En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Pour la première fois, vous venez dans mon bureau et essayer aussi de faire connaître l'INRAP, justement lui donner une certaine visibilité que nous n'avons pas depuis longtemps. Mais vous savez très bien que cet institut a été créé dans les années 78, ce qu'on appelle par l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, qui a, certes, je vous citerai, 4 principales missions de cet institut. C'est l'élaboration et la conception des programmes, la production des outils didactiques, en tout cas des produits didactiques. Nous avons aussi les activités productrices, qui sont en général, c'est tout ce qui concerne l'environnement et l'environnement. Et nous avons les productions audiovisuelles qui sont très intéressantes, que nous réalisons aussi. Voilà à peu près ce que nous faisons en général. L'innovation pédagogique. Voilà. Et donc, si nous comprenons bien, les programmes qui sont dispensés par l'école congolaise sont produits par l'INRAP. Voilà, conçus par l'INRAP. Et comment ça se passe? En général, nous avons des recommandations qui sont émises par le pouvoir politique. Et nous mettons en œuvre. Il y a des directives, par exemple le ministre peut prendre des directives demandant à l'INRAP. Par exemple, nous avons le cas sur l'éducation civique. Hein. Nous avons des instructions du président de la République qui a demandé à ce que l'INRAP élabore les enseignements de l'éducation civique. Donc nous avons mis les équipes en place, nous avons élaboré un certain nombre de documents que nous avons soumis au pouvoir politique et justement nous attendons le retour. Voilà. Alors, mais lesquels travaillent à l'INRAP exactement? Ce sont des enseignants, des inspecteurs ou une autre catégorie du personnel du ministère de l'Enseignement? En général, c'est des enseignants qui, une fois arrivés à l'INRAP, qui deviennent des inspecteurs itinérants. Voilà. Ils prennent parce que ça leur permet d'avoir une sorte d'indemnité. Voilà. C'est des enseignants, tous les enseignants, voilà, par rapport au domaine, par rapport aux spécialités qui sont recrutées à l'INRAP. Voilà, 78 ans, ça fait plusieurs années que l'INRAP existe. Est-ce que l'INRAP, avec l'évolution actuelle du monde, de l'enseignement, on va dire également, les nouvelles approches qui arrivent, est-ce que l'INRAP a toujours sa place? On doit reconnaître qu'en 78, c'était ce qu'on appelle l'école du peuple. Voilà, donc l'INRAP a été conçu pour servir la nation congolaise quand nous étions dans le mono. Avec la démocratie, c'est vrai que l'INRAP change car doit s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Et ce qui est en train d'être fait, nous avons une étude qui a été réalisée avec le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, qui est en train de faire des études. Une étude a été déjà faite pour voir comment l'INRAP va changer de forme. Parce que cet institut qui est aujourd'hui doit se transformer en institut à vocation industrielle, puisque cet institut a 2 bras droits, qui est la menuiserie et l'imprimerie. Donc justement, nous attendons la deuxième étude qui va être menée, nous attendons les résultats bientôt. Et à partir de là, l'INRAP changera. Peut-être on ne gardera pas l'INRAP comme tel, mais ça changera dans sa phase opératoire, changera de vocation peut-être. Nous n'avons pas assez de temps, on va aller vraiment dans le vif du sujet. Depuis le début, on va dire, de cette année 2020, vous le savez, tout le monde le sait que le monde est touché par coronavirus. Votre ministère, donc le MEPSA, avait mis en place des nouvelles approches pédagogiques tenant compte de ce contexte sanitaire, l'école à domicile. Alors, quelle est la place même de l'INRAP dans cette procédure, encore dans ce processus des nouvelles approches pédagogiques? Quel est le travail de l'INRAP? Que peut-on attendre de l'INRAP? Vous savez très bien que pendant le confinement, le ministère ou le gouvernement avait décidé de confier à l'INRAP la production des fascicules, ce qui a été fait. Et l'INRAP a continué encore à travailler pour essayer de voir l'approche pédagogique que nous pouvons apporter, dont vous avez entendu parler, que nous avons proposé qu'il y ait 2 vagues dans une classe, où on devait réduire les salles de classe à 50, mais il fallait aussi regarder quels sont les horaires et les cours qui pourront aller avec. Nous avons fait un certain nombre de propositions qui ont été mises à la disposition du ministre. Je crois que le ministre est en train de travailler dans ce sens. Je pense que certaines idées sont déjà en train d'être mises sur le terrain. Et voilà, l'INRAP a travaillé dans ce sens-là. La répartition comme telle, nous avons un document déjà
qui est élaboré, que nous voulons que ça soit publié, que ça puisse être mis sur le terrain. Voilà. Il y a le défi de la numérisation. Le ministère a lancé une chaîne de télévision pour faire face à ce défi du digital aujourd'hui, l'école à domicile, l'école numérique. Alors, est-ce que l'UNIRAP est prêt pour ça? Je peux vous rappeler que l'INRAP, depuis longtemps, depuis les années 78, l'INRAP a une radio. Donc nous avons des fonctionnaires qui sont chargés uniquement pour les productions audiovisuelles, des cours. Je crois que dans ce sens, je crois que c'est une vision aussi que nous saluons pour le gouvernement à travers le ministre, c'est que l'INRAP pourra mettre à la disposition de ces télévisions le support que nous avons déjà. Et donc dans ce sens-là, l'INRAP pourra participer d'une manière ou d'une autre, de collaborer, d'apporter un peu d'aide auprès de cette télévision d'aujourd'hui. Ouais. Monsieur le directeur général, depuis quelque temps, l'INRAP, vous l'avez dit, produit des supports pédagogiques. Nous avons aujourd'hui sur le marché 2 horizons d'Afrique. Horizon d'Afrique, nouveau horizon d'Afrique. Il y a une sorte d'amalgame, de confusion. On ne sait pas exactement quel est le livre-programme actuellement. Dans les années 90-91, une décision a été prise pour que nous mettons, en adoptant l'approche par objectif, et il y a eu un certain nombre d'outils didactiques qui ont été adoptés, parmi lesquels il y a eu les horizons d'Afrique. Pendant ces 20 ans, il y a eu une évaluation qui a été faite où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, puisqu'il n'y avait que 2 couleurs, noir et blanc, rien que dans ce manuel, et qu'il y avait quelques erreurs qui étaient aussi grammaticales, qui étaient déjà repérées, et il fallait aussi, il y avait un manquement, par exemple la protection de l'environnement, les questions de genre n'ont pas été prises dans cet ancien horizon. C'est pourquoi il a été demandé à l'INRAP, puisque c'est l'INRAP qui l'avait conçu, d'aller vers la réécriture des nouveaux horizons. Donc dans ces nouveaux horizons, on a apporté de la couleur. On est passé de 2 couleurs à 4 couleurs. On est passé des questions qui n'étaient peut-être pas prises en compte. Par exemple, j'étais en train de parler de la question des genres et les questions de genre et la protection de l'environnement, qui a été pris aussi en compte dans cette... Nous avons pris aussi en compte tout ce qui se fait aujourd'hui, par exemple l'Internet, les ordinateurs n'ont pas été dans l'ancien horizon. Mais aujourd'hui, si vous regardez le nouveau horizon, c'est adapté à la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire que les anciens ne sont plus utilisables? En tout cas, progressivement, de toute façon, on ne les produit plus. Donc, progressivement, ces anciens horizons vont disparaître. Donc, les écoles sont obligées, maintenant, aujourd'hui, d'utiliser les nouveaux horizons. Merci pour l'information. Seulement, les nouveaux horizons d'Afrique se font rares, ces ouvrages se font rares. Les parents ont de la peine sur le marché. Ça coûte déjà très cher, 3 500 jusqu'à 5 000, voire même 6 000. Et pourquoi ces livres sont très rares alors qu'ils sont fabriqués à l'INRAP sur place à Brazzaville? J'en profite pour vous expliquer le processus de rédaction et d'édition de ces horizons. Nous savons très bien que depuis longtemps, l'INRAP n'a pas les capacités techniques, en tout cas en ce qui concerne l'impression et l'infographie. Vous savez que c'est des métiers quand même aujourd'hui numérisés, entre parenthèses, et que l'INRAP n'a pas des fonctionnaires qui ont ces capacités. Donc c'est pourquoi nous sommes obligés de travailler en collaboration avec un éditeur. Deuxième chose, c'est que l'Institut n'est pas un institut commercial. Et du coup, nous sommes obligés de signer un accord avec ces éditeurs. Et c'est ces éditeurs qui prennent le manuel, qui commercialisent le manuel. Donc à ce moment-là, l'INRAP n'est plus responsable des coûts des manuels qui sont sur le terrain. Cela n'empêche pas que le pouvoir politique décide. Ça, c'est la responsabilité du pouvoir politique. Non, pour être clair, donc l'INRAP conçoit mais n'imprime pas. N'imprime pas, voilà, justement. Et donc c'est l'imprimeur qui le vend. Voilà, qui le vend. Et en ce moment-là, l'INRAP n'est plus responsable des prix sur le marché. Justement. Est-ce que vous n'avez pas vous-même, en tant qu'institut de l'État, une part de responsabilité après avoir conçu un ouvrage destiné à l'éducation, l'école, elle est gratuite, mais après ce que vous avez conçu coûte extrêmement cher pour les parents d'élèves? Bon, d'abord... Est-ce qu'il n'y a pas une politique pour améliorer cela? Oui, mais la politique, c'est il faut que nous ayons une politique nationale du livre. Ouais. Quand nous aurions cette politique nationale du livre, nous pourrions résoudre ces problèmes. Parce que c'est des problèmes qui datent depuis longtemps. Alors, il faut que nous adoptons cette politique du livre pour mettre tous les acteurs du Congo en place pour que, à ce moment-là, si l'INRAP conçoit, peut avoir un répondant de côté, par exemple une maison d'édition locale, qui peut prendre en charge ce produit et
justement, l'imprime et distribue. Et ça nous reviendra à des coûts très, très moindres. Voilà. Voilà. Qu'allons-nous faire maintenant de Mamadou et Bineta, ces ouvrages est-ce qu'il Mais faut... ces ouvrages resteront des ouvrages de mémoire aussi. Cela n'empêche pas que les enfants qui cherchent à avoir plus de culture générale puissent les utiliser. Mais officiellement, non, on ne peut pas les utiliser dans les salles de classe. D'accord. Nous avons vu aussi pendant le confinement l'UNIRAP mettre les bouchées doubles pour imprimer les fascicules. Ce n'était pas facile pour vous, vous n'avez pas eu de vacances pendant toute cette période. Alors cette année aussi, cette même politique se poursuit. Et à quel niveau êtes-vous avec les fascicules? Nous sommes en discussion avec les partenaires. Et pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Je crois que le ministre est en train de travailler dans ce sens pour que nous puissions regarder comment l'INRAP va encore se mettre à produire les fascicules. Monsieur le directeur général, nous allons bientôt boucler cette interview. La dernière question, c'est quels sont vos rapports avec Praced? Vous savez que c'est un projet qui était en cofinancement entre l'État et la Banque mondiale, mais malheureusement avec les difficultés que connaît le Congo, l'État n'a pas eu à verser des contreparties et du coup, c'est un projet aujourd'hui à 100% Banque mondiale. Donc, aujourd'hui, nous travaillons avec le Praced sur uniquement dans la révision des curricula qui va aboutir. Nous avons déjà le pré-rapport, le rapport définitif bientôt. Et à partir de ces curricula, nous aurons à rédiger avec le Praced justement de nouveaux programmes. Et le projet a retenu trois domaines, les sciences, les maths et le français. Et donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Et après, on verra, il sera possible aussi de revoir les autres disciplines, puisque nous aurons la philosophie, nous aurons l'histoire géo qu'on n'a pas pris en charge. Donc tout ça, c'est des discussions que nous aurons. Je crois que le ministre est au courant, que nous pourrons voir comment nous pouvons faire à ce moment-là. Vous savez que les projets sont là juste pour un temps et ils disparaissent. Et ils nous laissent avec beaucoup de problèmes. Donc dans ce cas, nous prendrons en charge ce qui reste des autres domaines pour essayer de voir comment nous pouvons... Mais nous attendons aujourd'hui les rapports des curricula. Les curricula sont déjà finis, mais nous allons vers la rédaction des programmes. Il y a aussi les livres-programmes au niveau secondaire, par exemple le Pleurer-Rire. Et pourquoi il y a une polémique autour de ça? Pourquoi le Pleurer-Rire est toujours au programme jusqu'à aujourd'hui? Bon, vous savez, ça c'est la responsabilité aussi de l'INRAP dans ce sens. Hein. Nous avons fait un certain nombre de propositions, nous attendons ce qui est le droit pour la décision. Nous avons fait... il faut qu'on organise encore une commission de validation, de regard des œuvres intégrales pour essayer de voir comment nous pouvons peut-être changer. On regardera. Parce que pour changer un manuel, pour changer l'œuvre intégrale, il faut qu'on regarde. Il y a des critères qui sont définis. Lesquels? Il y a la réalité sociale. Ouais. Il faut prendre le contexte socio-économique de notre pays et le contexte sociopolitique, qui sont des dimensions, des critères qui président au choix, justement, de l'œuvre intégrale. Donc nous sommes en train de voir que l'année prochaine, c'est possible, mais c'est une possibilité que nous aurons, parce qu'il faut attendre que nous avons beaucoup des enjeux politiques. Il faut qu'on passe d'abord ces enjeux politiques et après on verra. Et les livres, par exemple, des écrivains étrangers, je prendrais Le mariage de Figaro, de Beaumarchais, et le choix se fait toujours au niveau de l'INRAP ou cela vous a imposé par l'UNESCO? Non, le choix se fait toujours auprès de l'INRAP, mais la volonté du ministre aujourd'hui, c'est de regarder comment nous pouvons aujourd'hui prendre en compte les œuvres des auteurs congolais. Donc c'est cette volonté qui préside aujourd'hui auprès de l'INRAP. Nous verrons dans les commissions que nous allons organiser, les commissions de validation bientôt, mais ce qui est sûr, nous allons retenir plus d'écrivains congolais, mais cela n'empêchera pas de retenir 2 ou 3 écrivains étrangers. Mais quitte aux classiques, bon, personnellement, quel est l'intérêt pour nous d'étudier les classiques, en plus des classiques français? Nous avons nos propres auteurs, nous pouvons les étudier. Ouais. Et donc, c'est la volonté du ministre, justement. Et nous sommes en train de voir comment nous pouvons aller dans ce sens. Alors, revenons rapidement sur l'horizon d'Afrique. Nous avons vu un jeune Congolais écrivain, poète, qui est très, très heureux d'ailleurs de retrouver l'un de ses poèmes dans, je crois, c'est Horizon d'Afrique de ce 1. Alors, sur quelle base faites-vous le choix de ces écrivains congolais ou des poèmes ou encore des œuvres des écrivains congolais? Vous avez vu que, par exemple, Madame Toumi, elle est prise en charge. On l'a représentée dans ce manuel. Si vous regardez les manuels de CM2, elle est... Donc, il s'agit de contextualiser le manuel.
hein. On contextualise le manuel. Ça veut dire que dans un manuel, il faut qu'on retrouve quelques éléments du Congo. Et c'est pourquoi nous retenons ces personnalités qui ont une certaine notoriété dans le pays, ou certains auteurs qui travaillent exactement. Donc nous les retenons par rapport à leurs compétences, à leur notoriété. Voilà. C'est pourquoi ils sont insérés dans les manuels. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons vous laisser conclure cette émission. Vous avez certainement un message. Vous suivez l'actualité, beaucoup d'interprétations sur l'émission de l'INIRAB, beaucoup parfois de confusion autour de ça. Et si vous voulez résumer toute l'émission, qu'est-ce que vous allez dire aux téléspectateurs? En tout cas, je demande surtout à la communauté éducative que ces manuels qui sont sur le terrain, c'est des manuels qui sont modernisés. Donc, nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir un manuel qui a un cahier d'activité, qui a un guide pédagogique. Donc, il y a deux instruments qui accompagnent le manuel. Donc, les enfants peuvent travailler en autonomie. Aujourd'hui, l'enseignant peut suivre l'élève pour le guide pédagogique. C'est une progression des apprentissages. On accompagne l'enseignant à suivre les apprentissages de l'enfant. Donc, c'est pratique. En tout cas, ces deux éléments autour du manuel sont pratiques. Donc, je pense que certains admirent cette modernisation du manuel congolais. Je pense qu'il n'y a pas de quoi pour que, s'il y a des discussions, je suis très ouvert pour que nous accueillons certains spécialistes qui jugent qu'il y a certains points qu'on pourrait éventuellement améliorer. Et Manuel est appelé toujours à être amendé, modifié. Donc, je suis très ouvert. Mais je recommande à ce que toutes les écoles l'utilisent. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous rappelons que nous avons reçu dans le cercle éducatif le directeur général de l'INRAB, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, Augustin Nombo. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine.